D'abord, bonsoir. Et je suis très content d'être là et de venir vous rencontrer. On va parler effectivement de la vulgarisation, on va parler de tout ça. Je vais revenir un peu sur ce qui a été dit. Mais pour moi, c'est essentiel de rencontrer les étudiants en médecine parce que bien évidemment, vous êtes la médecine de demain. Que c'est vous qui allez soigner les patients que nous, notre génération, ne soignerons plus, et que bien évidemment savoir leur parler français c'est très important. Là aussi on va y revenir. Je suis content que vous m'ayez invité, je vous remercie, c'est un honneur pour moi. Et puis voilà, c'est vrai que je suis venu exprès à Lyon, j'ai quitté en courant le magazine de la santé tout à l'heure et je repars très tôt demain matin pour continuer mes occupations. Mais voilà, voir que vous êtes venu là avec l'enfilé plein, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. J'étais pas bon du tout à l'école, au lycée, je faisais que déconner, j'amusais la galerie, tout ce que tu veux. Et tu as dit que j'ai eu mon bac en 76, ce qui est vrai, mais je l'avais d'abord raté en 75. Voilà. Donc j'étais assez mal barré à l'époque, j'étais en terminale D. Alors D, ça doit être l'équivalent de ES aujourd'hui, parce qu'il y a des sciences nat. Donc j'ai raté mon bac. Elle m'a probablement sauvé ma vie professionnelle, parce qu'elle m'a mis une telle claque que finalement j'ai eu la haine après, et que je pense que si j'ai réussi ensuite, c'est parce qu'elle m'avait aidé à me rebeller. Et moi je suis rentré après quand j'ai eu mon bac du deuxième coup, un bac D avec mention assez bien, autant vous dire que je m'étais pas déchiré non plus la deuxième fois. Et je suis rentré à la faculté de médecine de Necker. Pourquoi avoir choisi médecine? Parce qu'on lit partout que vous avez choisi médecine, mais sans vocation particulière. C'était pas une vocation. Je pense qu'en première et en terminale, je me disais que c'était un beau métier. Je suis le premier semestre à avoir eu son bac. Donc autant vous dire que j'avais une sorte de pression familiale, voyez-vous, une attente sur mes épaules. Et c'est vrai que dans nos familles, on disait toujours que les enfants devaient être soit avocats, soit médecins. Donc il est probable que j'ai été un petit peu influencé par ça. Mais la passion de ce métier j'ai été passionné très très vite, quoi, au bout de la première année, non. La deuxième, on commence à toucher un peu des corps, même s'ils ne bougent pas. Et puis voilà, en troisième année, stage, etc. Donc voilà, ça n'a pas été une passion, mais ça l'est devenu rapidement. Dès le départ, j'ai voulu faire de la chir parce que c'est ce qui me plaisait, c'était concret, c'était un... Voilà. Après, je me suis demandé quel type de chirurgie je pouvais faire. J'ai hésité, j'ai été assez passionné par la tête et le cou. Alors tête et cou, il n'y a pas 2 millions de choses, hein. Ça soit l'ORL, soit la stomato à l'époque, c'est en médecine, soit la stomato, soit la neurochir. J'ai fait mon premier stage en neurochir pédiatrique, ça m'avait passionné, mais j'ai su très vite que la neurochir, il fallait rester hospitalier pour faire des choses intéressantes, notamment en matière de cerveau, et que j'étais pas sûr de vouloir épouser une carrière hospitalière. Après, je me suis dit, il y avait un autre métier qui me plaisait, c'était la gynéco-obstétrique. Je me suis dit, ça m'embêterait de plus avoir envie de voir les femmes autrement que par leurs organes génitaux. Donc voilà, j'ai hésité, puis voilà, à chaque fois je dis j'ai choisi la spécialité dans laquelle il y avait le plus d'orifices. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça voilà, que j'ai choisi médecine, et c'est pour ça que j'ai voulu faire de la chir. Et effectivement, j'ai fait mes stages, j'ai été interne à Chartres, j'ai fait mes stages et j'ai fait de la chirurgie générale, après de la chirurgie locale. Et aujourd'hui, je ne fais que consulter, je suis attaché 2 mètres par semaine à Pompidou, parce que la chirurgie, on fait que ça, on en fait pas. C'est très compliqué avec tout ce que je fais à côté de rester performant. D'une part, d'être performant, d'autre part, la chirurgie nécessite de voir les malades avant et de les voir après, surtout. Le post-op, c'est un petit peu compliqué pour moi d'aller à l'hôpital tous les jours, machin, pour aller surveiller. Puis voilà, ça m'a fait mal d'arrêter la chirurgie parce que j'avais fait médecine pour ça. J'avais des paresthésies dans les doigts pendant quelques mois, et puis après, bon,
j'ai pas une vie très galère non plus, hein. Donc voilà, je me suis dit, bon, je passe à autre chose, mais en tout cas, je n'arrête pas la médecine parce que j'ai un besoin viscéral du contact avec les patients. En plus, exercer la médecine aujourd'hui me permet d'avoir une sortie de secours. La télé, vous le voyez avec notamment le mercato qu'il y a eu cette année, la télé c'est quand même un milieu plutôt aléatoire. Et finalement, je me fais virer. Au moins, le fait de continuer à exercer fait que j'aurai un métier, que je pourrai continuer. Je peux m'installer demain avec des potes qui m'attendent les bras ouverts. Et puis voilà, donc c'est. Et puis l'autre raison, enfin, il y a plusieurs raisons. Une autre raison, c'est que j'ai vis-à-vis de mes employeurs le statut de médecin. Et quand tu as marqué docteur devant un nom, c'est pas comme quand tu as affaire à un journaliste de santé. Et tous mes employeurs, depuis que je fais de la télé, ça fait 20 ans que je fais ce métier, ont un respect pour moi qu'ils n'ont probablement pas pour les journalistes. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est que l'hôpital me permet de garder les pieds sur terre et d'avoir un contact avec la réalité, parce que la télévision c'est extraordinaire, surtout quand ça marche bien. Mais voilà, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est les patients. Et voilà, pour moi, c'est essentiel. Et je pense que ça aide à éviter de prendre du périmètre crânien un petit peu aussi. Donc comment se passe une consultation avec le docteur Simès? Parce que j'imagine vous avez quand même des affinités pour la pédagogie, vous avez bien expliqué aux patients. Les consultations se passent exactement comme je fais à la télé ou à la radio. C'est pareil, c'est-à-dire que j'ai un contact assez facile avec les gens, parce qu'en fait c'est pas... c'est dans l'autre sens que ça se passe, c'est-à-dire que c'est parce que quand je consultais, vraiment en tant qu'interne, j'adorais expliquer, j'adorais faire des crevards, j'adorais montrer les radios, j'adorais tout ça. J'étais très pédagogue avec les patients. C'est ça qui m'a donné envie d'en faire plus et puis de sortir du colloque singulier pour aller en parler à des millions de personnes. Mais ma consultation, elle est comme, enfin, je pense que toute consultation que tout médecin devrait faire. C'est-à-dire un contact très simple. Et c'est pas parce que je suis le mec de la télé, c'est pas parce que les gens me regardent avec des gros yeux quand ils savent pas que c'est moi qui les reçois. Enfin, et donc cette image, cette aura que peut donner la télé, qui font de moi le mec ultra compétent qui sait tout sur tout, c'est parfois un handicap. Et en fait, moi je casse le truc très vite en consultation. Par exemple, en consultation, il y a des gens de temps en temps qui me disent, qui me parlent de la télé. Ils arrivent, ils s'assoient, ils disent: ah docteur, je vous ai vu à la télé hier soir. Merci, et on passe à autre chose tout de suite. D'abord, je suis en blouse, donc le rapport n'est pas... ils ne voient pas l'animateur. En général, ils sont malades, donc ils viennent me voir parce qu'il y a un problème. Donc la consultation se passe beaucoup plus simplement qu'on pense. Pour revenir à ta question, moi j'ai besoin d'expliquer, j'ai besoin du contact, j'ai besoin de... La première fois où j'ai fait de la vraie pédagogie, c'est quand j'étais interne. En médecine, enfin en ORL, vous avez des otites séreuses. Les otites séreuses, c'est quand les gamins, ils ont par exemple des végétations. La trompe de Stache, c'est un peu d'anatre, non? Bon. La trompe de Fallope, hein. Attention, hein. La trompe de Stache est bouchée, l'oreille ne respire pas bien, des gosses ils font des otites, et parfois il reste un petit peu de glu dans l'oreille, ça donne des otites séreuses, et non pas cireuses ou sérieuses, comme disent les patients. Et l'enfant n'entend pas bien. C'est emmerdant parce que c'est des gamins qui, à l'école, n'entendent pas, ils n'apprennent pas, etc. À chaque fois, c'est la maman qui venait avec l'enfant consulter, et moi je leur faisais des petits crevards sur les ordonnances, avec un petit dessin de l'oreille, avec un truc pour expliquer ce que l'enfant avait, qu'il allait falloir poser des yo-yo, etc. Et la dame, elle repartait avec la feuille pour expliquer au papa, le soir. Bon sang. Et ben voilà, j'ai fait un petit PD. J'ai pris un dessinateur, un jeune dessinateur, je lui ai fait un petit synopsis, des petites cases, une petite histoire recto-verso, en expliquant avec un petit bonhomme et tout. Et puis j'ai payé les dessinateurs, et puis après je suis allé avec ça voir un labo qui commercialisait des gouttes pour les oreilles. Et je leur ai dit voilà, moi à mon avis, si vous mettez ça sous forme de bloc, avec une cinquantaine de feuilles, c'était une feuille recto verso, une cinquantaine de feuilles que vous pouvez distribuer aux ORL, ça va les aider à... Hop, il y a une petite sœur, tiens, je vous donne ça, plutôt que d'expliquer pendant 2 heures. Le laboratoire m'a acheté.
C'était ma première participation à l'information. Et puis voilà, et puis ça a été distribué à toute la France. Mais voilà, je crois qu'il y a il y a une pédagogie à avoir avec les patients, comme il y a une pédagogie à avoir avec vous, étudiants. J'ai gagné ma vie, moi, en tant qu'étudiant, en faisant des rapatriements sanitaires, Europe Assistance, etc. J'allais dans le monde entier pour aller chercher les Français qui étaient blessés ou malades, et pour les rapatrier. Et j'avais fait effectivement l'assistance d'un rallye en tant que médecin, rallye dans le Sahara, et j'avais rencontré une journaliste. Et puis moi, pendant mes gardes à l'internat, c'était la naissance de France Info, et comme je venais de Paris tous les jours à Chartres, j'entendais les chroniques qui duraient 2 minutes, j'avais chronométré, et je me suis dit, tiens, pendant les gardes, vous verrez, souvent on travaille, mais parfois non. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'écrirais comme chronique si je devais en faire une? Et un jour, j'ai écrit une chronique, 2 chroniques, 3 chroniques, pas que sur l'ORL, en général. Et puis j'ai envoyé ça, je me suis dit, tiens, la radio c'est sympa. Moi, je veux vous dire, j'ai un culot, mais à toute époque. Rien ne m'effraie. Tout le monde est accessible pour moi, depuis toujours, donc j'ai aucun problème. La preuve, j'ai même embrassé l'ex-Miss France, il faut vous dire que je suis quand même élevé. Et donc j'envoie une chronique à Autoroute FM. Vous connaissez Autoroute FM 107.7? Et elle m'a envoyé chier. Et après, pendant ce rallye, j'ai rencontré, il y avait des journalistes, dont une journaliste à qui j'ai dit, tiens, j'ai écrit des chroniques, si un jour, c'est une journaliste d'Europe 2, si un jour t'entends parler de quelqu'un, voilà. Et Europe 2 m'a appelé, parce qu'il cherchait un type pour faire 1 minute d'étonnant scientifique par semaine, mais que j'écrivais pour les autres. Donc ça a été le début, j'ai écrit pour les autres, qui le disaient à l'antenne. Et un jour, le type qui le faisait à l'antenne n'était pas là, ou on m'a fait croire qu'il n'était pas là. Et on m'a mis à l'antenne pour faire ma chronique. Et mon père qui garde tout, mais tout, a gardé cette cassette. À l'époque, c'était des cassettes pour le 40, il y a maintenant. La cassette, je suis pratiquement pas audible. Je me fais tellement de soucis, je chuchote dans le micro. Et finalement, des copains me disent, mais pourquoi tu vas pas à France Info t'as vu, je réponds aux questions avant que tu me les poses, hein, c'est bien. Pourquoi? Non, parce que je vois, parce que j'ai un peu l'habitude. Pourquoi tu vas pas à France Info déposer tes chroniques, elles sont vachement bien et tout. Et France Info, à l'époque, c'était comme si vous sortez d'une école de journalisme et on vous dit pourquoi tu vas pas faire le 20h, quoi, hein, ou tu vas pas à CNN. Donc je suis allé à France Info avec 3 chroniques enregistrées sur cassette, j'ai déposé sur le bureau du patron de l'époque, et ils m'ont appelé dans la semaine. Voilà. Le cul, le bon moment, le truc, le type, justement, était en train de se dire, faudrait que je change de chroniqueuse. Personne ne me connaissait, je peux vous assurer, et le type a eu le courage de me mettre à l'antenne. Et après, France Info est une telle vitrine que le reste a démarré. Mais c'est, voilà, il y a du culot, beaucoup de culot, du je crains rien. Qu'est-ce qui peut m'arriver d'autre qu'on dise non, et puis arriver au bon moment. Est-ce que la télé elle a influencé votre pratique médicale? Non. En revanche, ma pratique médicale a influencé la télé. Le fait d'être en contact permanent avec les patients me permet de sentir l'évolution de l'état d'esprit des patients et de leur connaissance. C'est très important. Et puis ça me permet de garder ce lien même oral. C'est-à-dire que moi, le succès de ma chronique, France Info, je l'ai fait pendant 12 ans. Le succès de ma chronique, et je l'ai pas, enfin ça n'a pas été voulu dans le sens, c'était pas une stratégie. J'ai été le premier, en faisant mes chroniques à France Info, à interpeller l'auditeur. Parce que je le faisais comme j'interpelle le patient. Quand vous parlez à un patient qui est face à vous, vous ne dites pas il a une angine. Il a pas, vous ne dites pas tiens, alors il a mal à la gorge, et ben on va lui donner des antibiotiques. On ne parle pas comme ça à un patient. Et pourtant, toutes les émissions santé étaient comme ça. On parlait à la 3e personne. Et moi, j'ai spontanément écrit mes chroniques en disant vous avez mal à la gorge, vous avez tel ou tel symptôme, vous devez aller voir le médecin va vous donner des antibiotiques. Et
Et je pense que, et je l'ai fait inconsciemment, ça a accroché l'oreille de l'auditeur. Parce que quand on te parle, que tu écoutes la radio, et qu'on te dit vous, tu as l'impression qu'on te parle à toi. Et je pense que, encore une fois, sans le vouloir, de façon complètement inconsciente, j'ai fini par avoir du succès avec cette chronique, parce que j'avais changé le style, la façon dont on faisait l'information santé. Et le deuxième élément a été les petites chutes un peu humoristiques, qui étaient très légèrement humoristiques au départ, sur France Info, et qui ont après pris une certaine ampleur. Et c'est ce qui explique le succès du magazine de la santé aujourd'hui. Ils disent, on apprend des choses, et on n'est pas malade à la fin de l'émission. Voilà. On sourit, on apprend des choses en souriant. Alors c'est sûr que maintenant ils viennent aussi en disant à quel moment ils vont en balancer une, mais en même temps, on a tellement dédramatisé la santé et la maladie que les gens viennent, même quand ils sont hypocondriaques, ils viennent regarder parce qu'ils se disent je vais apprendre des trucs et puis voilà, je vais pas avoir l'impression de mourir à la fin de l'émission, ce qui est quand même essentiellement, ne sentant pas animateur mais entièrement médecin. Oui, les gens viennent aussi me voir moi, parce que ça marche bien, parce que la popularité, parce que tout ça. Et à la limite, c'est pas très grave. Cette popularité, cette notoriété que j'ai aujourd'hui me permet de faire passer des messages. Donc, s'ils viennent pour me voir plus que pour voir l'émission, c'est pas très grave à partir du moment où je m'en sers pour faire passer des messages de santé publique. Aujourd'hui, j'ai depuis un an ou deux, j'ai une très très grosse responsabilité parce que les Français m'écoutent. La question portait pas sur vos relations sexuelles ou non avec Marina. Oui, mais j'ai tenu à te répondre quand même. Mais plus sur comment vous faites pour gérer un emploi du temps comme ça sans péter un câble ou d'un moment. Vu de l'extérieur, on se demande si je dors. Hein, on se dit, il ne doit pas voir sa femme et ses gosses souvent, il ne doit pas avoir de week-end, etc. C'est entièrement faux. J'ai 12 ans d'études de médecine dans la tête. Ça veut dire que la médecine, voilà, mes connexions neuronales sont pleines de médecine. Pour vulgariser, j'ai probablement eu des prédispositions et puis j'ai fini par en faire une seconde langue. Pour moi, traduire le langage médical, le jargon médical en français pour les patients ne demande plus aucun effort. Je trouve les synonymes, je trouve les traductions, mon cerveau il a été formé à ça pendant 20 ans. Donc aujourd'hui, franchement, tu me mets un conférencier qui fait une conférence pour des spécialistes, faut pas que ce soit un truc non plus dingue, mais des conférenciers, et il faut que je traduise à l'autre moitié de la salle qui est en public, je te le fais en traduction simultanée. Donc ça ne me demande aucun effort moi, aujourd'hui. Le seul effort que j'ai à faire, c'est à ne pas me faire larguer par les progrès. Et donc il faut que je me maintienne à niveau. Donc ça veut dire qu'avec toutes les avancées médicales, il faut que je me tienne au courant en permanence. Mais à la limite, ça ne me demande même pas un mois de travail, puisque c'est ce qu'on fait tous les jours dans le magazine de la santé. C'est-à-dire que quand je fais le journal de la santé, en le lisant avant l'émission, j'ai appris toutes les nouveautés, puisque mes journalistes ont travaillé pour ça. Et donc je fais, voilà, après ça rentre très facilement. Ce qui veut dire que ça, plus le fait de savoir s'entourer, parce que bien évidemment, je ne peux pas à la fois faire des bouquins, de la radio, de la télé et tout, si je n'ai pas une équipe derrière moi. Moi j'avais les mains dans le cambouis avec Marina, on faisait tout au début du magazine de la santé. Aujourd'hui, je peux vous le dire, je sors de l'hosto, je m'arrange pour être vers midi et demi à la production, parce que je suis juste à côté de l'hôpital. J'ai mes fiches, en un quart d'heure j'ai bouffé l'émission, et après hop, c'est du freestyle. Voilà, et tu t'entoures. Et moi, je peux te dire que le soir, à 7h, 7h30, je suis chez moi, où je vais faire du sport. Le week-end, je ferme le vendredi soir et je rouvre le lundi matin. Et tu peux me demander ce que tu veux le week-end, je ne fais pas. J'ai une vie on ne peut plus normale. Sauf que je récolte aujourd'hui les 12 années où je me suis fait chier à apprendre ce métier.
Moi, je fais chez moi, c'est un beau métier, il faut savoir. Mais ça va. Mais c'est, voilà, c'est... Et il y a quelques années, vous avez frisé quand même le burn-out et je voulais savoir, enfin, même c'est intéressant pour les futurs professionnels, savoir repérer les signes, savoir se surveiller. Moi, il y a un moment, aujourd'hui j'ai la chance, parce que ça marche bien, de pouvoir être très sélectif dans ce que je fais. Enfin, ça c'est dans la vie. Dans la vie, quand vous arrivez à être, voilà, à être au top, on vous propose plein de choses et puis vous pouvez être un peu exigeant et vous choisissez les choses. Quand vous commencez dans ce métier, où ça commence à pas mal marcher, on vient vous chercher, on vous propose des trucs à droite, à gauche, vous avez tendance à dire oui à tout parce que vous êtes boulimique et puis vous vous dites combien de temps ça va durer, quoi. Je veux le dire encore aujourd'hui, hein. Mais on propose une chronique là-dessus, un bouquin, un article, machin, etc. Je disais oui à tout. Et il y a un moment, j'ai pété les plombs parce que j'en pouvais plus. J'étais sollicité partout, j'arrivais plus à rendre le boulot que je devais rendre correctement. La télé, j'étais moins à l'aise qu'aujourd'hui, donc je me mettais beaucoup de pression. Je faisais des primes, je faisais des trucs, je savais plus où j'habitais. Et j'ai eu, heureusement, j'ai eu un symptôme, le symptôme qui m'a probablement sauvé du burn-out, qui est le crâne, le stress qui vous prend là. Alors que moi je suis pas un mec stressé, je suis plutôt très très cool. Mais j'ai un truc qui me bouffait le bide de temps en temps, sans raison, et c'était pas moi, quoi. Et j'ai eu la chance, parce que j'ai une très bonne amie qui est psychologue, avec qui je parle beaucoup, et un jour je lui dis, je sais pas ce que j'ai un truc là, ça me prend, c'est l'impression qu'il y a un truc qui est en train de me bouffer de l'intérieur. Et là elle m'a dit, il faut qu'on pose. Ah. Et elle m'a expliqué à quoi c'était dû, parce qu'on est très mauvais pour s'analyser soi-même, hein, pour s'écouter soi-même, surtout quand on est pris dans un emballement comme ça médiatique et tout. Et en fait, je faisais les pré-symptômes du burn-out, c'est-à-dire j'étais en train de passer du stress bénéfique pour la santé au stress délétère, et que je pense que j'allais basculer vite dans le burn-out et la dépression si je ne me calmais pas. J'ai tout arrêté, mais tout, pas mon vrai boulot, mais tout ce que je faisais à côté, j'ai dit stop. Et depuis, je n'ai plus jamais eu le crabe. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut savoir s'écouter, parce que vous êtes dans des études qui sont difficiles, même si vous avez passé un premier cap important, bien sûr, en passant en deuxième et troisième année de médecine, mais vous savez que vous allez avoir le concours bientôt. Hein, c'est un moment aussi un petit peu... il faut s'écouter. Bien sûr que c'est un concours, bien sûr qu'il faut bosser, que vous allez repartir dans un bachotage terrible, mais ça ne sert à rien de forcer son organisme. Si vous sentez que vous avez des symptômes de pas bien, le crâne, vous n'êtes pas bien, vous n'arrivez plus à vous concentrer, vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous êtes angoissé, ça sert à rien de rester des heures devant le truc parce que ça va pas rentrer. Allez faire un tour, prenez un petit peu pour aller au ciné, parce que je suis passé par là. Je suis passé par les concours, je suis passé par tout ça. On se dit toujours, pendant que moi je vais au ciné, il y a l'autre là qui bosse. Hein, ça c'est le principe des concours. Je ne peux pas prendre de retard par rapport à mon voisin. C'est complètement con. Il faut vous écouter un petit peu. Alors, vous n'allez pas faire tout passer au burn-out, heureusement. Mais écoutez votre corps. Sachez vous dire, je dépasse un petit peu les limites. Je vais me prendre une demi-journée. Je vais aller voir des potes, je vais aller me pinter, voilà. Mais faites ce que vous voulez, mais écoutez-vous. Parce que si vous basculez, dites-vous ça, si vous basculez, combien d'étudiants ont basculé dans l'excès? Alors, on ne parlait pas de burn-out à l'époque, hein, mais il y a combien qui ont basculé dans le j'en peux plus et ils sont face à un mur. Et si vous êtes face à un mur et que ça dure pendant plusieurs semaines, qu'est-ce que vous faites? Le concours, vous l'avez dans le dos. Donc il vaut mieux se prendre quelques heures pour se reposer, plutôt que de vous retrouver trop tard face à un mur en vous disant je ne peux pas, j'y arriverai pas. Maintenant, on va passer à la vulgarisation scientifique. À travers vos émissions, à travers vos livres, vous avez un formidable outil pour sensibiliser le patient, mais un côté négatif, on va dire, de cet outil, c'est que finalement, quand le patient arrive, il va venir, il va dire j'ai cette maladie. Et quoi? Comment réagir quand... Alors, ça, je pense, ça va tous nous arriver. C'est un fantasme, ça se passe pas comme ça. Oui,
le patient aujourd'hui arrive après être allé sur Internet pour voir si ses symptômes correspondaient à une maladie particulière. Oui, quand on dit à un patient vous avez telle maladie, il repart pour essayer d'en savoir plus. Oui, vous allez lui dire, enfin dans vos domaines, vous avez, je vais vous opérer des cordes vocales par telle et telle voie. Il va voir sur les forums, il va voir sur Internet. Mais à partir du moment où le patient vous fait confiance, c'est vous qui avez la main, c'est pas le patient. Et moi, quand j'ai un patient qui connaît des choses parce qu'il sait ce qu'est un sinus, il sait où ça se trouve et il sait à quoi ça sert, et ben quand je vais lui montrer son scanner, je vais m'adresser à quelqu'un qui a plus de connaissances que s'il faut que je refasse toute l'anatomie. Et c'est quand même vachement agréable d'avoir des patients à qui on s'adresse et qui sont capables de discuter avec vous. Pas de remettre en cause le diagnostic. Mais voilà, le patient sait plus aujourd'hui qu'avant. C'est bien. Il est acteur, on dit souvent qu'il vaut mieux avoir un action qu'un patient, qui soit pas trop passif. Quand tu veux expliquer à un patient qu'il faut, voilà, qu'il a un cancer, on va se battre à deux. Je préfère me battre avec quelqu'un qui comprend ce que je lui dis parce qu'il a un minimum de connaissances plutôt qu'un patient qui va dire oui docteur, je vais faire ce que vous me dites. Voilà, c'est quand même plus agréable. Donc il y a un fantasme le patient va venir avec le diagnostic, il ne vient pas avec le diagnostic. Et s'il vient avec le diagnostic, parce que quand même ça arrive de temps en temps, tu le remets à sa place très vite et très gentil. En lui disant si vous avez le diagnostic, pourquoi vous êtes venu me voir? Je lui tends le bloc. On peut tout vulgariser. Maintenant, il n'est pas nécessaire de rentrer dans des détails qui vont compliquer le discours. Les gens, ils ne veulent pas, quand on leur explique quelque chose en médecine et qu'on vulgarise, c'est ce que vous ferez avec vos patients, ils n'ont pas besoin que vous leur expliquiez la voie d'abord, par où vous allez passer, si vous allez soulever les pipelons ou si machin, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est comprendre ce qu'on va leur faire. Vous donnez quoi comme conseil à des étudiants en médecine pour leur future pratique médicale? C'est pas facile. Il disait tout à l'heure, le mot empathie est un mot que quelques médecins ont oublié. C'est un mot qu'il faut que vous mettiez sur votre bureau quand vous exercerez ce métier. Les gens qui viennent vous voir vous font confiance. Ils viennent vous voir parce qu'ils sont en détresse. La santé, c'est angoissant, surtout quand on ne maîtrise pas. Surtout quand on lit sur Internet et que les patients aujourd'hui, même s'ils savent plus de choses, arrivent parfois plus angoissés qu'avant, à cause d'Internet. Parce que le problème, c'est pas les sites qui sont de bonne qualité, c'est les forums. Devant vous. Et le mot empathie, mettez-le sur votre bureau, répétez-le toute la journée. Il faut que vous mettiez à la place du patient, il faut que vous compreniez sa détresse, il faut que vous compreniez ses angoisses, que vous soyez fatigué ou pas. Oui, vous êtes le sachant. Oui, vous allez être celui qui aura le pouvoir de les guérir. Mais vous avez face à vous des êtres humains qui souffrent. Et il ne faut jamais l'oublier. Quelle que soit votre spécialité, quelle que soit votre expertise en chirurgie par exemple, où on a tendance malheureusement parfois à voir un organe plutôt qu'un patient, voilà. Mettez-vous à leur place. Et le mieux, je ne vais pas vous le souhaiter, mais le mieux pour exercer votre métier, c'est qu'un jour vous soyez vous-même malade. Parce que le jour où vous êtes malade, vous comprenez ce que ressent le patient. Vous comprenez ce que ressent le patient et la fois d'après, vous n'exercerez plus votre métier de la même façon. Pas forcément une grave maladie, mais une maladie qui vous oblige à mettre votre santé dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous verrez qu'après, moi je suis passé par là, j'ai eu une maladie, j'ai eu un problème de santé qui m'a fait passer de l'autre côté. Ça m'a fait prendre conscience que les gens attendaient peut-être que je vienne. Voilà, c'est comme ça la médecine. Marie l'orphelin, alors une question? T'as pas de question à me poser? Ah, tu veux me les poser tout à l'heure? Coquine. Je voulais vous demander, j'imagine que vous êtes encore plus exposé que n'importe quel médecin à tout ce qui est l'automne pharmaceutique et enfin, qu'un laboratoire doit venir vous solliciter. Comment on fait pour garder une distance ou du moins ne pas être influencé par ça? Alors, je l'ai été beaucoup au début de ma carrière. Il y avait à l'époque beaucoup de voyages de presse qui étaient organisés. Alors on y allait parce que c'était assez subtil parce que c'était des agences de communication, mais derrière il y avait des labos.
Et en fait, les laboratoires payaient pour que les journalistes puissent aller dans des congrès, des choses comme ça. Ils faisaient un peu de communication, mais c'était assez subtil parce qu'en fait, les labos qui nous invitaient étaient des labos leaders dans leur domaine. Et donc, à partir du moment où on parlait de cette nouvelle classe thérapeutique, le labo leader s'y retrouvait, même si on ne citait pas la molécule, ou si on citait pas le médicament, le simple fait de dire qu'au congrès, il y avait eu un nouveau traitement contre la migraine, et que je revenais, je faisais ma chronique sur France Info, parce que c'était une vraie révolution thérapeutique, le laboratoire était content. Après, bien évidemment, il y avait des tentatives de tiens, je vais te payer un petit voyage vers nous, machin, pour essayer de nous faire parler et tout. On est un peu naïf quand on commence ce boulot, je l'ai été. Je pense que j'ai parfois fait des chroniques qui étaient un peu limites sur le plan de la déontologie, sans jamais citer de médicaments bien évidemment, mais où je n'ai pas compris que j'étais un peu conservé un peu de moi. Depuis 15 ans maintenant, je n'ai plus aucun contact des laboratoires. D'une part parce que ils sont un peu silencieux les laboratoires, parce qu'à force de s'en prendre plein la gueule, ils ont arrêté de communiquer, hein, avec l'affaire Servier, avec tout ça. Et d'autre part parce qu'ils savent qu'il est strictement inutile aujourd'hui de me contacter ou de contacter Marina ou Benoît Thévenet au magazine de la santé, parce que nous sommes complètement étanches. Aucun contact avec les laboratoires aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui je n'ai plus aucune agence de communication, aucun laboratoire pharmaceutique qui parle. Les seuls labos avec lesquels je suis en contact, c'est quand je suis à l'hosto et qu'il y a le visiteur médical qui vient. Voilà, et il y en a moins sur moi. Mais j'ai plus zéro contact. Et puis, vu la façon dont on les casse dans le magazine de la santé, ils n'ont pas forcément envie de venir me voir. Bonsoir. Bonsoir. Je me demandais, vu que vous travaillez à la télévision, vous avez un certain rôle de santé publique en plus de votre rôle de vulgarisation médicale. Est-ce que vous pouvez parler de tout? Vous vous retrouvez, j'imagine, avec certaines publicités dans l'agroalimentaire. Est-ce qu'il y a c'est des choses dont vous pouvez parler? Jamais on s'est interdit de faire quoi que ce soit parce qu'il pouvait y avoir un annonceur après. On peut traiter ça de la classe économique sponsorisée par Air France s'il y a une pub pour Air France avant. On est puis alors, les dirigeants de France Télévisions savent qu'il ne faut pas nous faire chier avec ça. Et on viendra jamais nous dire est-ce que ça ne vous dérangerait pas de ne pas parler de ça parce que on a les mains libres. Heureusement, complètement indépendants. Bonsoir Mimi. Salut. Je suis encore un petit peu tendu d'Adriana tout à l'heure. Juste une question, vous avez dit que la chirurgie c'était votre grand kiff. Et du coup, est-ce que un jour vous vous êtes dit j'aurais jamais dû faire de la télé ou de la radio et continuer de faire la chirurgie pour faire ce que j'ai envie de faire? Je me suis pas dit ça comme ça. En revanche, le jour où il y a un jour où il fallait que je choisisse. Où j'arrêtais la médecine complètement, comme on me le demandait. Parce que travailler 2 matinées par semaine à l'hôpital avec le programme que j'ai, là aujourd'hui on fout la paix, mais pendant longtemps on m'a dit mais arrête tes conneries, tu me fais chier, on n'arrête pas à organiser des tournages les mardis matin et mercredi matin, c'est pas possible, pour ce que tu gagnes à l'hôpital, tu vas gagner 10 fois plus à la télé, arrête l'hôpital, ça n'a aucun sens. Et j'ai toujours tenu, et j'ai toujours... Mais le jour où les médias ont commencé à prendre beaucoup d'importance et que c'était plus compatible avec l'exercice de la chirurgie, je me suis posé la question. Et puis, je me suis rassuré en me disant, bon, je vais lâcher la chirurgie quelques mois et puis je vais arrêter. Voilà. C'était une façon pas très lucide de se poser la question. Et en même temps, je ne savais pas si les choses pour lesquelles je lâchais la chire allaient durer longtemps. Le succès aidant, j'ai compris que j'allais arrêter définitivement. Mais je crois qu'aujourd'hui, je m'éclate beaucoup plus à faire ce que je fais, c'est-à-dire à continuer à voir les patients et à faire... c'est quand même une chance hallucinante aujourd'hui avec tout ce que je fais à la télé, à la radio, dans les médias. Je crois que je suis tellement heureux aujourd'hui. Je me lève tellement avec l'impression de ne pas aller bosser. Je me dis que j'ai un cul monstrueux,
que je me pose plus la question aujourd'hui de savoir si j'ai bien fait ou pas d'arrêter la chirurgie. Je l'ai fait. Moi, je suis très mektoum dans la vie. Mektoum, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire ce qui doit arriver arrive. Voilà. Je me dis que si j'ai arrêté ça pour faire ce que je fais aujourd'hui, c'est que c'était bien. Et voilà. Petite question du coup. Donc, vous avez été étudiant en médecine, études connues pour être riche en anecdotes, autant dans les stages que dans la vie étudiante. Est-ce qu'il y a des phrases, des choses un peu... Ah bah, les salles de garde, c'était notre sas de décompression, notre défouloir. C'est dommage que vous n'ayez plus ces salles de garde, mais en fait, pourquoi il n'y a plus ces salles de garde? Parce que c'est un contre-pouvoir. La salle de garde était l'endroit où naissaient les manifs, les grèves des internes, parce que le président d'interne, il n'est pas seulement économe pour les conneries, il est aussi responsable administratif des internes. Et donc c'était l'interlocuteur de la direction, et la direction en a eu marre qu'il y ait des conneries en plus. Du coup, vous avez fait le choix de la vulgarisation scientifique et de la médiatisation. Et je voulais savoir si ce choix, faire quelque chose de plus simple, ça vous a en quelque sorte pas discrédité, mais vos confrères, comment ils le voient, cette simplification. C'était ma première angoisse, était que j'allais me faire casser par les médecins. Le milieu médical est un milieu très sympathique, beaucoup de confraternité, tout le monde s'adore, et il n'y a pas de jalousie. Néanmoins, il arrive que certains se disent « j'aimerais bien être à sa place ». Et il arrive aussi souvent que des médecins soient énervés par les messages de santé qu'ils entendent, parce qu'ils trouvent que c'est trop simpliste, surtout quand les patients entendent les messages à l'envers et qu'après tu les récupères dans la consultation. Moi j'ai eu l'exemple dès le début, à France Info j'avais fait une chronique sur le fait que enlever les amygdales au laser n'avait pas d'intérêt parce que c'est un type qui avait lancé ça pour se faire une clientèle et que ça n'avait pas d'intérêt, il allait faire une ablation des amygdales chirurgicale, c'était beaucoup plus rapide et puis moins de problèmes. Et j'ai reçu un patient qui ne savait pas que c'est moi qui avais fait la chronique en me disant « Docteur, je dois me faire enlever les amygdales au laser, je l'ai entendu à la radio. » Voilà. Donc, mon angoisse au début c'était ça. Surtout que quand j'ai commencé France Info, j'ai eu une plainte au Conseil de l'Ordre, non pas de la part des médecins, mais de la part des journalistes, de l'association des journalistes d'information médicale. En fait, des journalistes santé qui ne sont pas médecins et qui étaient très en pétard parce qu'un médecin venait dans leur domaine. Donc j'ai été convoqué par le président du Conseil de l'Ordre des médecins, national. Hein. Donc quand je suis arrivé, j'étais pas bien, je me suis dit, j'ai une plainte d'un médecin. Et en fait, c'était des journalistes et le président de l'époque m'a dit, je vous écoute tous les jours sur France Info, continuez, ce que vous faites est parfait. Et j'ai une très bonne cote dans le milieu médical parce que je dis pas de conneries, ça c'est pas très compliqué. Et surtout parce que je pense que j'ai pu apporter aider à donner une meilleure image de la médecine parce que le fait de dédramatiser en souriant, etc. Et je défends énormément les médecins. J'ai une question en fait en ce qui concerne la rédaction de votre livre sur Hippocrate aux Enfers. Est-ce que vous n'avez pas eu peur au moment de l'écriture et de la recherche de sa réception par le grand public? De faire quoi? De sa réception en fait par le grand public et... Hippocrate aux Enfers, je l'ai écrit parce que je me sentais le devoir de le faire, en rapport avec l'histoire de ma famille, et parce que en tant que médecin, alors donc pour ceux qui n'ont pas lu, Hippocrate aux Enfers, c'est l'histoire des médecins nazis dans les camps de concentration et de tous ceux qui ont fait des expériences médicales avec des gens qui n'étaient pas consentants, vous voyez ce que je veux dire. Et moi, j'ai fait un voyage à Auschwitz. Je me suis retrouvé devant le bloc où Mengele faisait ses expériences. Et brutalement, je me suis dit, mais comment un médecin peut basculer dans l'horreur comme ça? On épouse ce métier pour faire du bien, pour sauver des gens. Comment un jour on peut basculer dans l'horreur absolue, qui est de tuer des gens, de leur faire subir des expériences indicibles? Mon cerveau de tout bide ce jour-là n'a pas compris. Et je me suis dit, je vais essayer de voir pourquoi ces mecs-là ont basculé.
Et j'ai commencé à chercher, et il n'y a pas eu beaucoup de bouquins écrits, il y en a eu, mais pas énormément. Et donc voilà, j'ai écrit ce livre parce que je me sentais, j'avais besoin de le faire. L'éditeur que je suis allé voir m'a tout de suite dit banco. Le fait que je sois connu a aidé aussi. Vous avez déjà mis en place énormément de choses concernant la vulgarisation médicale. Et j'aimerais savoir si vous avez d'autres projets et comment vous voyez les choses évoluer dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce que nous, on pourrait mettre en place aussi? D'abord, vous pouvez faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Si vous avez envie d'être journaliste santé en plus de votre métier de médecin, eh bien allez-y, parce que je pense que dans 10 ans ou 15 ans, tous les journalistes santé seront médecins. Ils auront peut-être arrêté, ils exerceront peut-être, mais la médecine devient tellement compliquée que quand on n'a pas fait d'études, ça devient très difficile pour les journalistes. Et je pense que s'il y avait un domaine dans lequel l'expertise va progressivement glisser vers l'engagement de médecins plus que de journalistes qui se sont spécialisés, c'est bien la médecine. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous êtes la médecine de demain, mais vous êtes aussi les informateurs de demain. Moi, je ne vais pas travailler pendant 20 ans encore. 59, encore, si. Mais c'est vous qui allez prendre le relais. Et prenez-le le relais. Si ça vous plaît, la pédagogie, si vous avez envie d'informer, allez commencer par un petit support, une petite radio locale, un petit canard local dans lequel vous faites une petite chronique santé, un petit papier, lisez tout ce qui se passe dans la presse, apprenez comment on écrit, comment on parle, et faites-le. Vraiment, faites-le. C'est un métier extraordinaire et vous pouvez le faire tout en exerçant votre boulot et pas seulement pour vous faire de la pub. Parce qu'il y a plein de tout-bits qui vont dans les médias pour se faire de la pub. Bon, mais c'est un autre problème. Mais très franchement, je pense que la vulgarisation médicale, elle sera comme elle est aujourd'hui, dans 10 ans, mais elle sera faite par de plus en plus de médecins. Maintenant, si tu parles de mon avenir, moi je suis sur la pente descendante, tu sais. Moi aussi. Bon, d'accord. J'attendrai un petit peu. Le fait d'être connu ou d'être écouté fait que à chaque fois que je dis un truc, ça a des conséquences. Voilà. Bonsoir Dr Simas, juste une question, comment vous avez vécu le passage de votre internat à votre installation de chirurgien en perdant tout le côté un peu déconnage, je pense, de l'internat? Je me suis décidé. Tu passes par l'insouciance, parce que tu apprends ton métier, à la nécessité de remplir un cabinet. Voilà. Et franchement, je me suis installé en plus avec un copain dans un cabinet qu'on avait créé tous les deux. Excusez-moi, vous avez commencé dans le public, vous privé, vous avez... Je commençais dans le privé, moi. Ouais, je continue à avoir un pied à l'hosto, j'étais toujours attaché. Mais je m'étais installé dans un cabinet d'ORL, à Arcueil, dans un endroit où personne ne passait. On était à la bourse du pognon. Voilà. Il n'y avait même pas de café. Et on attendait le client. Voilà, de patient. Et je suis passé d'internat à l'obligation d'aller voir les médecins généralistes. Bonjour, cher confrère, je viens de m'installer. Je vous laisse ma carte au cas où vous voudriez m'envoyer des patients dans ma spécialité. Et la plupart des généralistes te reçoivent très gentiment et ils n'en ont pas grand-chose à foutre parce qu'ils ont leur correspondant ORL qui est copain, qui les bouffe et qui part en vacances depuis longtemps. Donc t'attends. Parfois il y a un médecin qui t'envoie un patient pour te tester. Voilà. Et puis tu vas dans une clinique opérer des végétations. Voilà, alors tu venais d'enlever des larynx, tu vois. Bon, voilà, c'est pas très marrant, c'est pour ça que si je devais le refaire, je m'installerais dans un cabinet qui tourne déjà, même si je vois moins de patients que les autres, mais histoire de parler à quelqu'un. Bon, c'était la dernière question, donc maintenant on va terminer cette conférence, et pour conclure cette conférence, cette discussion, je voulais revenir sur un point qui m'a marqué, c'est votre vision du métier de médecin. Parce que finalement, quand on vous écoute, on se rend compte que vous avez suivi des chemins qui auraient pu vous éloigner de la médecine, et on se rend bien compte que vous demeurez médecin, et vous voulez être présenté comme tel. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va retenir ce soir, c'est que
peu importe les chemins que nous prendrons, on sera peut-être chercheur, peut-être élu, on sera peut-être journaliste, animateur télé comme vous. Et je pense que c'est vraiment important de garder à l'esprit. C'est ça. C'est le plus important. C'est un bon métier.